Alors, c'est en train d'enregistrer. Waouh, moi j'attaque déjà, c'est 9 h du matin pour toi, je suis désolée. Tu t'es mis la caféine en intraveineuse. Ah oui, j'en ai, j'ai avec mon groupe préféré. Ok, c'est parti. Tu me dis quand t'es prêt que je peux y aller. Je suis prêt quand tu veux. C'est parti, on continue avec toi Sylvain dans notre capsule de ton livre Ouais. Guerre et mensonges, le nouveau livre. Les fausses nouvelles existent depuis plus d'un siècle, elles sont devenues notre histoire. Voilà, bon. Ouais. Comme vous l'avez compris, il faut s'asseoir confortablement parce que Sylvain va nous reconstituer un puzzle d'une autre façon. Alors, Ouais. on va attaquer cette deuxième partie de notre aventure dans le premier chapitre de ton livre qui est l'Empire Ouais. britannique et les Ouais. Rothschild sur l'histoire américaine et le rôle, en fait, quelle est la position de l'Empire britannique aux États-Unis. Alors, c'est parti. Je te Ouais. laisse la parole, Sylvain. Oh, OK. En fait, avec la première capsule, on s'est rendu compte qu'on n'était pas encore dans l'Empire britannique avant 1815. Donc, l'Empire des banques commence en 1773, très précisément, parce que c'est le début où on a commencé à implanter l'idée à travers les loges franc-maçonniques d'aller chercher les économies privées. Mais les Rothschilds n'ont pas été en contrôle de la City of London, de la Cité de Londres, avant 1815. C'est là que commence en fait l'Empire britannique. On a vu avec, dans le fond, la Révolution américaine qu'on avait réussi à mettre la main sur l'économie américaine pour les banques privées. Parce qu'il y avait 13 des pères fondateurs qui étaient des francs-maçons. Mais il y avait Sur combien de pères fondateurs? il était 13 sur 39, donc Jean-Pierre. un sur trois était franc-maçon. Par contre, comme c'est secret, on ne sait pas exactement combien d'autres il y en avait parmi les 26 autres. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y en a plusieurs qui ne l'étaient pas, comme Thomas Jefferson, comme James Madison. Donc, eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est se débarrasser de la First Bank of the United States, qui était en réalité une banque privée qui n'avait rien de fédéral, là, qui n'avait rien de... C'était pas dans l'intérêt du peuple américain, cette banque-là. Donc, on a voulu se débarrasser de ça. Donc, commence là la lutte entre les banques Rothschild et l'économie américaine qui dure encore jusqu'à aujourd'hui d'une certaine façon. Et donc, il y a eu, on a abandonné sous Madison, on a abandonné la First Bank of America et il y a eu la guerre de 1812 qui a magiquement éclaté. Parmi la guerre de 1812, il y avait un général qui était Andrew Jackson, qui est devenu un président très, très important dans l'histoire des États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il a été le premier à véritablement se battre de manière personnelle pour le peuple et contre les banques. Et quand il est devenu président, donc en 1832, son rôle aura été d'éliminer la Second Bank of America. Et tu sais, quand on parle de la First Bank of America, Second Bank of America, c'est les ancêtres de la Federal Reserve. La Federal Reserve pourrait s'appeler théoriquement la Third Bank of United States parce que c'est exactement la même chose, c'est le contrôle par les mondialistes dans le fond. L'Empire britannique était énorme. L'Empire britannique, c'était une tentacule qui était partout. Et comme les économies françaises, allemandes, hollandaises, portugaises étaient toutes entre les mains des Rothschilds aussi, ben on peut. Les colonies françaises faisaient partie de l'Empire britannique en réalité à l'époque, faisaient partie de l'Empire Rothschild. Tous les pays européens colonisateurs, on aime bien séparer. Bon, le Congo était à la Belgique, etc. Mais c'était tout contrôlé par les mêmes à la base. Donc, on parle d'une tentacule qui couvrait les 4/5 de la planète à peu près, là, au niveau de l'exploitation des ressources, des peuples, du contrôle des économies. Donc, c'était planétaire. C'était vraiment ce qu'on pourrait appeler le World Order et non pas le New World Order. Oui, c'est ça. Dans ton livre, tu le sépares bien dans la partie. Oui, oui. Tu peux nous l'expliquer comment Oui, absolument. Oui, oui, en fait, je trouve ça fascinant parce que c'est une autre découverte que j'ai faite, c'est que l'expression New World Order est arrivée entre les deux guerres mondiales. On a commencé à en parler entre les deux guerres mondiales et ce n'est pas innocent. C'est que la réalité, c'est qu'on peut parler simplement d'un World Order jusqu'en 1944, où c'est devenu en réalité le New World Order. Et parce qu'on parle de l'ordre du nouveau monde.
parce qu'en 1944, c'est les États-Unis qui ont pris le contrôle. Donc, c'est le New World, c'est le nouveau monde, order. Et c'est là la différence, c'est que ce n'est pas un nouvel ordre mondial, mais c'est l'ordre mondial du nouveau monde. Donc, c'est difficile à traduire parce que ça se traduit mal, mais c'est ça. Donc, on parle, l'Empire britannique était le World Order, si on le regarde comme ça, à l'époque. Donc, c'était tentaculaire, ça prenait tout. Andrew Jackson, en 1832, est devenu président. Évidemment, on a essayé de le tuer. Comme tous les présidents qui vont essayer de se battre contre les banques, il y aura une tentative d'assassinat contre lui. Mais il aura réussi à abolir la Second Bank of America, of United States, et redonner le contrôle monétaire aux Américains, au peuple américain, ce qui va durer jusqu'à la Federal Reserve. Mais en cours de route, il y aura aussi une énorme tentative avec la guerre civile. Donc, la guerre civile qu'on nous raconte comme une scission entre le Sud et le Nord au niveau idéologique, beaucoup pour la cause des esclaves aussi, qu'on voulait abolir dans le Nord, tout ça, ben ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ça. La réalité, c'est que, encore une fois, les Rothschilds ont essayé de reprendre le contrôle de l'économie américaine en créant une fausse guerre. C'est la même chose qu'ils ont fait en Syrie. En fait, on parle encore des francs-maçons qui, à l'époque, ont créé des tensions au niveau du peuple, des tensions idéologiques par rapport à... Ils ont créé une fausse idéologie sudiste pour éventuellement amorcer la guerre civile entre le Nord et le Sud. Et ils ont très bien fait leur travail. Mais en réalité, si on regarde tout le financement des confédérés, les sudistes, tout le financement venait d'Europe. Il y a eu des 500, on dit 500 000 piastres qui venaient de la Banque de France, là, carrément, en pièces d'or. Et tout est relié encore à ce financement-là. Le Sud, ce qui est vraiment intéressant pendant la guerre civile, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé, c'est que on peut voir comment la Russie, encore une fois, voulait rester indépendante de ce système mondial-là. Parce que la Russie a beaucoup aidé Lincoln. Comme le Sud, assez rapidement, s'est mis à perdre. Les sudistes se sont mis à perdre les batailles l'une après l'autre. Ben, en France et en Europe, on a décidé d'envoyer des flottes pour aider les sudistes contre les nordistes, parce qu'évidemment, eux voulaient que le Sud réussisse à vaincre le Nord pour réimplanter une autre banque privée aux États-Unis. Donc, ce que le tsar Alexandre a fait, c'est qu'il a envoyé deux flottes, en fait, russes, autant du côté de la Californie, via le Pacifique, que du côté de l'Atlantique. Et les deux flottes russes sont venues carrément s'immiscer pour empêcher France et Angleterre de venir aider le Sud. Et ce qui a permis donc au Nord de continuer à gagner ses batailles et tout et tout. Mais on se rend compte à quel point, aujourd'hui, on nous raconte la guerre civile de plein de façons. Il y a eu un gros documentaire de Ken Burns, qui est un réalisateur fétiche du réseau PBS. Et tout ce qu'on nous dit là-dedans, on ne nous parle jamais de ces choses-là. On ne nous parle jamais du fait que les Russes ont bloqué ça. On ne nous parle jamais que tout a été financé. Le Sud a été complètement financé par les banques internationales. Ça ne fait pas partie du narratif. Et là, on parle donc carrément de médias et d'éducation qui nous mentent par rapport aux réels objectifs là, de la guerre civile. Oui, parce que toi, tu mets vraiment ça en avant, en tout cas dans le début de ton livre. Mm-hmm. Cette façon de financer tout le monde. En fait, bon, il y a déjà le narratif des médias qui parlent que de certaines figures. Voilà, la vitrine. Hein. Bon, des fois, c'est vrai, comme tu le dis, peu importe les figures politiques. Et en fait, derrière, on finance droite et gauche. Oui. Bien, regarde, si on regarde, juste te donner un exemple là, de à quel point c'était biaisé, c'est que Lincoln avait besoin de beaucoup d'argent pour payer les troupes du Nord. Et évidemment, comme le pays était en train de brûler, l'économie était en train de s'effondrer, il a été voir les banquiers internationaux, donc les Rothschilds, pour voir s'ils ne pouvaient pas avoir des fonds. Les Rothschilds, ils ont dit, oui, pas de problème, mais il va y avoir des intérêts entre 24 et 27 %.
Donc, c'est absolument, tu ne peux pas endetter ton peuple avec des emprunts sur des bases d'intérêt comme ça, qui ressemblent à ta carte de crédit aujourd'hui, Emma, et la mienne. Mais donc, Lincoln a décidé de se retourner de côté, a émis de l'argent américain, ce qu'on appelle les greenbacks, et c'était une réelle monnaie américaine qui était basée que sur la valeur, que sur la confiance, en fait, que le Nord gagnerait et que cette monnaie-là pourrait être éventuellement valable d'échange en monnaie réelle. Tu sais. C'était en fait presque des certificats de travail pour les soldats. Mais le greenback a été une vraie monnaie américaine. Évidemment, ça aura valu probablement l'assassinat de Lincoln après la guerre de sécession, qui a été tué dans les mêmes… Oui. J'aimerais bien que tu expliques pour les personnes qui écoutent nos vidéos comment en fait on fait de l'argent avec les guerres et comment en fait en quoi ça n'a aucun intérêt finalement de savoir de quoi on parle dans quel parti politique, parce que je trouve que tu l'expliques très bien dans ton livre. Ben en fait, c'est que à partir du moment où les économies sont contrôlées par les banques, ben tout ce qu'on dépense par rapport à une guerre va revenir, tous les intérêts vont revenir aux banques. Donc, si on regarde dans une guerre, un gouvernement entre dans une guerre, a besoin d'argent pour son armée, pour financer son armée, l'armée, tout ça, on emprunte aux banques privées. Donc, on leur doit de l'argent. Ces banques privées-là nous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. Et donc, on leur doit avec des intérêts. Le but, c'est quoi? C'est d'aller détruire une autre armée qui a été financée par les mêmes banques, parce que c'est les mêmes banques qui sont en contrôle du système financier. Donc, des deux côtés sont gagnants. Peu importe qui gagne, on s'en fout. Et ils s'entretuent, ils brisent tout, on détruit tout l'immobilier dans les deux pays, aucun problème. Même, il y a un intérêt à la Banque centrale de France de détruire tout l'immobilier français et toutes les infrastructures parce qu'il va falloir tout reconstruire. Et comment on reconstruit? On emprunte aux banques, encore une fois. Ils nous prêtent encore de l'argent qu'ils n'ont pas. Et nous, on la doit pour vrai. On reconstruit tout. Et voilà. Et donc, toutes les guerres, dans le fond, ne sont que du profit et de l'intérêt pour les banques. C'est pour ça que, dans le fond, il faut vraiment comprendre que les banquiers internationaux veulent des guerres perpétuelles. Et ça, c'est absolument important que ça nous rentre dans la tête parce que toutes les guerres après ça doivent être regardées avec une perspective comme ça. C'est qu'il faut comprendre que ce n'est que pour le profit, le profit, le profit, parce qu'au niveau du contrôle, ils l'ont déjà dans les deux pays. Mais qui fabrique cet argent? Il vient d'où cet argent qui est prêté, Sylvain? Ben, en fait, c'est assez simple. C'est que il y a plusieurs règlements, là, on le sait. Là, les banques se font elles-mêmes des règlements pour prêter de l'argent. J'ai déjà parlé, dans le fond, des accords de Bâle 1, 2, 3, qui étaient finalement, qui ont été mis en place après 1971. Avant 1971, il y a eu des petites périodes, là, ça a changé, mais grosso modo, avant 1971, les banques devaient démontrer qu'elles avaient un certain montant en or qui garantissait la valeur de la monnaie qu'elles créaient. Okay? Et en 1971, on a décidé d'éliminer l'étalon or pour, après ça, on l'a créé sur le vent. Et c'est absolument tout. Et c'est pour ça que toutes les dettes internationales de chaque pays se sont mises à grimper parce qu'on créait l'argent, la monnaie à partir de rien. Et donc, les banques nous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas à 90 grosso modo. Nous, on la doit pour vrai et cet argent n'existe à partir du moment où on le repaye. Mais elle est dans les comptes des banques. Elle n'est pas dans… c'est pas à nous. Et donc, c'est comme ça qu'ils sont capables de créer un système où ils contrôlent absolument tout. Les banques contrôlent tout. Et c'est ce qu'il faut absolument briser si on veut se sortir de ce système-là. Donc, l'Empire des banques qui a commencé en 1773 et qui n'a jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui, il a été modifié, il a varié, mais ça a été toujours la même chose. Ça a été un contrôle des économies, des pays, des nations et donc de l'esclavagisme des peuples parce qu'on travaille pour repayer ces dettes-là. Voilà. Alors, c'est ça. Est-ce que tu sais quand a été créé l'impôt, en fait, finalement, pour rembourser ces dettes? Oui, ben oui, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a eu beaucoup de systèmes d'imposition qui ont été commencés juste avant la Première Guerre mondiale.
En fait, ce qui est très intéressant, en 1911, on préparait déjà l'Allemagne et l'Europe pour la Première Guerre mondiale. Le Kaiser Wilhelm a écrit une lettre et cette lettre-là aurait été lue. Là, on ne la trouve plus aujourd'hui. On l'aurait probablement détruite. Mais le Kaiser Wilhelm aurait écrit à Rothschild, au baron Rothschild à l'époque, comme quoi il était prêt à lancer la Première Guerre mondiale en 1911. Et le baron de Rothschild a dit « Non, nous, on n'est pas prêts encore. On va attendre encore un peu. » Et donc, qu'est-ce qui est arrivé après? En 1913, on a commencé à lancer l'imposition sur les salaires aux États-Unis et au Canada aussi. Je n'ai pas fait toutes les recherches pour tous les pays parce que ça me prendrait le reste de ma vie, mais je soupçonne qu'il y a eu beaucoup de pays qui ont lancé leur premier système d'imposition à cette époque-là. Donc, en 1913, on a commencé l'imposition des salaires. Et en 1914, on a fondé la Federal Reserve aux États-Unis. La Federal Reserve qui n'a rien de fédéral, qui était la Third Bank of United States en réalité, et qui permettait à des banques privées de faire les prêts et de créer la monnaie pour le compte des États-Unis. Donc, ce qui est arrivé avec la première... et en 1914, Rothschild aurait dit au Kaiser Wilhelm, « OK, go! » Donc, tu précises bien que la Federal Reserve n'est pas une entité publique, mais privée, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est public. Oui, bien, si on regarde aujourd'hui, dans le fond, ça a varié, mais tu sais, les grands, ceux qui possèdent, qui contrôlent la Federal Reserve, là, les plus grandes entités, c'est Goldman Sachs, c'est la Banque Rothschild d'Amsterdam, c'est American Express, c'est la Chase Morgan Manhattan de New York et tout ça. Et donc, ce sont les grandes banques internationales qui contrôlent complètement toute la structure. Qui contrôlait jusqu'à mars 2020. Mais là, c'est une autre histoire. Ça a changé en mars 2020. Là. Mais c'est ça. Donc, on parle strictement de banques privées qui contrôlaient l'économie américaine à travers ça. Donc là, on a pu lancer la Première Guerre mondiale avec de tout ce cash disponible pour financer à gauche et à droite. Et les impôts. Et donc, voilà, exactement, avec le peuple derrière qui garantit le remboursement de cette dette, c'est dingue, hein? C'est dingue. C'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Hein. Non, mais ce que j'explique souvent, c'est facile à comprendre une fois qu'on le voit. C'est facile de prendre un pas de recul par rapport à ce qu'on a appris puis de se dire oui, c'est vrai que ça fait du sens, tout ça. Absolument, mais c'est tellement logique. Oui, puis l'histoire devient limpide à partir du moment où on comprend vraiment les causes et effets de chacune des guerres là, et pourquoi on les a créées et tout ça. Donc, la Première Guerre mondiale a été très importante justement parce que les États-Unis se sont endettés de 25 milliards de dollars, qui était 5 fois le PIB à l'époque des États-Unis. Et donc, on devait ce 25 milliards-là à des banquiers privés grâce à la Federal Reserve et qui payaient maintenant, c'était les citoyens avec leurs impôts qui venaient d'être lancés. Donc, c'est prodigieux. Oui. C'est vrai qu'on va se retrouver dans la troisième partie du premier chapitre dans la prochaine vidéo. Mais finalement, pour résumer tout ce que tu dis, il y a un fil commun depuis le départ jusqu'à maintenant, c'est-à-dire qu'on sponsorise via des banques privées. Ouais. Tu me coupes si j'ai mal compris. Hein. Non, tout va bien. Voilà, du cash qui arrive avec la création de la monnaie. Et puis, finalement, le but, c'est de détruire et de reconstruire les pays, d'accord, avec de l'argent qu'on n'a pas en le prêtant aux nations. Oui. Et puis, tout cet argent, avec des taux d'intérêt, sont remboursés par le peuple. Peu importe les combats, le but est effectivement money. Money. Oui. Ça, D'ailleurs, une dernière petite anecdote justement là-dessus, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a rasé les villes allemandes à coups de bombardier. Et parmi les grandes incohérences de l'histoire qu'on nous explique, c'est pourquoi, alors qu'il n'y avait aucun intérêt stratégique, pourquoi? Bien, on se rend compte que si après ça, on doit tout reconstruire et que c'est les banques, que le gouvernement allemand donc devra emprunter pour tout reconstruire, tout fait du sens. Alors, dans la partie 3, on se retrouvera, peut-être que tu nous parleras de Hitler, peut-être que tu nous parleras de Karl Marx et finalement un peu des fake news qu'on a entendus sur eux dans nos cours d'histoire à l'école. Merci Sylvain et on se retrouve dans le prochain épisode. Oui.